Stop aux idées reçues en investissement immobilier. Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des idées reçues, des nombreuses idées reçues qui subsistent quand on souhaite investir dans l'immobilier. Alors c'est surtout vrai quand on est débutant dans le monde de l'investissement immobilier. Il y a beaucoup d'idées reçues, qu'elles soient positives ou négatives à ce sujet. Et dans cette vidéo, j'aimerais prendre les 5 plus grosses idées reçues pour démystifier un petit peu tout ça. Alors, le but de la vidéo, c'est pas d'embellir la réalité, mais c'est pas non plus de faire en sorte de vous la présenter plus grave qu'elle n'est, mais c'est simplement de remettre les choses à plat pour que vous ayez une vision claire, honnête du monde de l'investissement immobilier et que vous puissiez vous faire une idée précise de est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc si le sujet de la vidéo vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Comme je vous le disais, dans cette vidéo, je vais prendre quelques-unes des plus grosses idées reçues qu'il y a au sujet de l'investissement immobilier et on va les étudier une par une pour voir si finalement la réalité est embellie, si c'est plutôt conforme à la réalité ou si au contraire on a tendance à vous montrer des choses bien plus graves qu'elles ne sont réellement. Alors la première idée reçue, la plus grosse idée reçue au sujet de l'investissement immobilier, c'est de croire que c'est quelque chose de 100% passif. C'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Alors là je ne vais pas me faire que des amis, j'en suis sûr. Pourquoi c'est faux? Simplement parce que je suis convaincu que vous passez pas mal de temps à regarder des histoires, des études de cas, des vidéos de personnes qui vous montrent, et j'en fais partie bien sûr, qui vous montrent que vous pouvez vous générer 2000, 3000, 5000, 10 000 euros de revenus locatifs par mois de façon passive. Alors non pas que ce qu'on annonce c'est faux, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que avant d'arriver à ce résultat qui effectivement est passif à 99,9%, et je vous expliquerai pourquoi, il y a une petite marge après, eh bien avant d'arriver à ce résultat, vous allez devoir travailler de façon importante et vous allez devoir fournir surtout des efforts massifs. Alors pourquoi je vous ai dit 99,9% de passivité? Eh bien simplement parce qu'une fois que vous avez des appartements qui sont rénovés, qui sont loués, qui sont sur le marché, qui sont exploités et que ça tourne, vous n'avez pas beaucoup de temps à y passer. Que vous gériez vous-même ou que vous fassiez gérer en agence, ce sera encore plus vrai si vous faites gérer en agence, mais concrètement, la gestion quotidienne, ça ne demande pas un temps phénoménal. Et en ce qui me concerne, je passe entre 2 et 3 heures par mois à gérer mes investissements locatifs pour ceux qui sont en fonction, qui sont loués. Bien sûr, j'ai particulièrement en ce moment des appartements qui sont en rénovation. Là, j'y passe plus de temps. Et c'est là où je veux vous emmener avec cette première idée reçue en fait sur l'investissement immobilier. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'était faux de croire que c'était complètement passif? Simplement parce que un projet immobilier, c'est énormément de boulot avant d'arriver à ce résultat final qui est des revenus passifs. Pourquoi? Un projet immobilier, quel qu'il soit, c'est dans tous les cas plusieurs mois de boulot. Ne serait-ce que parce que vous avez généralement un délai incompressible de 3 mois entre la signature d'un compromis de vente et la signature de l'acte authentique. On fait une moyenne, bien sûr. Vous avez ce délai incompressible. Et bien évidemment, en amont, il y a toute la phase de recherche du bien, puis la négociation du bien. Et après, une fois que vous avez signé l'acte authentique, dans le meilleur des cas, il n'y a pas de travaux, donc vous pouvez le mettre en exploitation tout de suite. Et après, dans les cas un peu plus où ça demande un peu plus de boulot, il y a des travaux à faire. Et là, vous pouvez repartir sur 2 à 3 mois supplémentaires pour un simple appartement. Et si ensuite, derrière, vous faites du meublé, voire de la location courte durée, il va falloir meubler l'appartement, il va falloir prendre des photos, il va falloir rédiger l'annonce, le mettre sur les plateformes et commencer à gérer vos premières réservations. Donc dans tous les cas, un projet immobilier, ça vous prend au minimum quelques mois, on va dire 6 mois en moyenne pour les plus simples. Et il y a des projets immobiliers qui peuvent vous prendre jusqu'à plusieurs années. En ce moment, je suis sur un projet d'un immeuble de rapport avec 7 logements, plus un local commercial, plus des parkings et il faut créer, diviser tout ça. Et je sais d'emblée que là, entre l'offre d'achat et le jour où tout sera terminé, exploitation et ça tournera normalement, il va s'écouler entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'amplitude de temps que ça peut vous prendre de réaliser un projet immobilier. Donc ne croyez pas que ce soit complètement passif. En fait, il faut bien comprendre que ça se fait en 2 temps. Première période, vous allez travailler, et je réinsiste là-dessus, mais de façon un petit peu massive, vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts, du travail pour mettre en route la machine. Et effectivement, là, on n'est pas là pour vendre du rêve, c'est la réalité. Une fois que la machine est lancée, que l'investissement tourne comme il faut, c'est passif, encore une fois, à 99,9% du temps. Vous allez y passer 2 à 3 heures
tous les mois pour faire de la gestion au niveau de vérifier que vous avez bien encaissé les loyers, faire un petit peu votre comptabilité. Vous avez la déclaration d'impôt à réaliser une fois par an. Et il y a toujours, malgré tout, un travail d'entretien du bien parce qu'un bien se dégrade naturellement. Il y a toujours des petites choses à remplacer. C'est sûr que si vous confiez ça à une agence, eh bien, c'est pas vous qui vous en occupez. Et si vous gérez en direct, il y aura ce temps de gestion à prévoir. Mais dans l'ensemble, vous êtes sur un revenu passif, encore une fois, lorsque tout est terminé et que c'est loué. Je vous dis ça parce qu'il y a toujours des personnes qui s'imaginent qu'en un claquement de doigts, voilà, vous allez avoir un appartement rentable avec des locataires à l'intérieur qui tournent, alors que dans les faits, il faut quand même bosser un petit peu. Si on veut être un petit peu cash, il va falloir se sortir les doigts. Et donc, il va falloir être conscient que vous allez avoir du boulot à fournir. Deuxième idée reçue au sujet de l'investissement immobilier, j'ai beaucoup de personnes qui ne veulent pas investir parce qu'elles sont convaincues qu'elles doivent tout faire par elles-mêmes. Et donc, elles se mettent des freins, elles se bloquent elles-mêmes et elles refusent de passer à l'action. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Ah mais moi je veux pas acheter un bien avec travaux parce que j'y connais rien en travaux, je peux pas rénover un appartement. » Mais à quel moment vous allez devoir faire vous-même? Un des secrets des investisseurs qui réussissent, c'est justement qu'ils ont appris à exceller dans ce qu'on appelle la zone de génie, c'est-à-dire que vous savez dénicher une bonne affaire, vous savez négocier, vous savez acheter un bien immobilier et vous savez qu'il va être rentable. Par contre, si vous êtes nul en travaux, eh bien vous confiez les travaux à une société de rénovation. C'est pas plus compliqué que ça. Ne croyez pas que parce que vous ne savez pas faire, eh bien vous ne pouvez pas faire. C'est pas la même chose. Et je vais vous donner un exemple que je connais très bien, le mien en l'occurrence. Je suis une bille en travaux, je sais faire de la peinture et de l'enduit, c'est à peu près tout ce que je sais faire. Mais ne me demandez pas de refaire la plomberie ou l'électricité d'un appartement, j'en suis incapable, c'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ai une équipe, j'ai un artisan de confiance, j'ai un entrepreneur général en bâtiment de confiance qui a son équipe derrière et c'est lui qui s'en occupe. Et ça ne me viendrait pas à l'idée de faire par moi-même. D'ailleurs, sur le tout premier appartement que j'ai acheté, j'ai fait une grosse partie des travaux moi-même. Eh ben, voilà, je ne vais pas me jeter des fleurs en vous disant ça, mais ça se voit que c'est moi qui l'ai fait. C'est loin d'être nickel comparativement à ce que je peux proposer aujourd'hui en rénovation, en standing de rénovation sur les biens que je fais faire. C'est le jour et la nuit. Donc, encore une fois, ne soyez pas bloqués par cette croyance. Si vous ne savez pas faire, eh bien, il y a des personnes qui savent faire pour vous et il vous suffit de faire appel à elles. Et vous allez pouvoir avancer. Ne croyez pas que les réussites se font, vous savez, c'est un peu le mythe de l'investisseur tout seul ou de l'entrepreneur tout seul, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours une équipe derrière, il faut juste vous entourer des bonnes personnes. En plus de ça, cerise sur le gâteau, eh bien, puisqu'on prend le cas des travaux en l'occurrence, mais ça pourrait être valable aussi pour la comptabilité, faites appel à un expert comptable si vous ne savez pas faire, vous pouvez le déduire de vos revenus locatifs. Chose que vous ne pourrez pas faire si vous les faites vous-même. Si vous faites vous-même vos travaux, vous allez pouvoir effectivement déduire le coût des matériaux et de la peinture, ces choses-là, mais vous n'allez pas déduire la main-d'œuvre. Alors que si vous faites faire, eh bien vous allez pouvoir déduire l'intégralité de la prestation. Alors, en fonction du régime que vous allez adopter, soit ça va être une déduction pure et dure, soit ça va être de l'amortissement. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre de diminuer votre base imposable sur les loyers et donc vous allez payer moins d'impôts. Donc l'un dans l'autre, vous allez vous y retrouver et croyez-moi, en plus de ça, si vous faites faire, vous allez gagner du temps que vous pourrez consacrer à autre chose dans lequel vous êtes bon, en fait doué et le temps, c'est de l'argent. Troisième idée reçue sur l'investissement immobilier, il faut de l'argent pour investir. Alors je sais, on l'a entendu, on l'a re-entendu, c'est vu, revu et revu. Ouais, mais c'est malheureusement quelque chose qui subsiste et qui persiste encore. Je reçois tous les jours, sans exception, des messages, des appels, des sollicitations de personnes qui me disent qu'ils aimeraient bien investir, mais qu'elles n'ont pas d'argent pour investir. Alors, on va casser cette idée reçue tout de suite. Nous vivons en France, dans un pays qui est, à ma connaissance, le seul, ou en tout cas l'un des seuls pays à financer les investissements immobiliers à 110%. Je le répète pour que ce soit bien clair, nous sommes dans un des seuls pays, si ce n'est le seul, qui finance les investissements immobiliers à 110%. Je me suis renseigné un petit peu de ce qui se fait dans d'autres pays et je peux vous assurer qu'on vous demande en général entre 15 et 30% d'apport en fonction des pays. Voilà, c'est grosso modo la fourchette. En France, vous pouvez tout à fait investir avec 0 € d'apport et ça, c'est une chance inouïe. En clair, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre d'argent de votre poche pour acheter un investissement immobilier, pour acheter un appartement ou un immeuble. Et vous avez un effet de levier maximum parce que vous ne mettez pas d'argent de votre poche. Alors, bien évidemment, c'est plus dur de financer à 110% aujourd'hui que ça n'a pu l'être il y a 5 ou 10 ans, mais je vois tous les jours des personnes qui réussissent encore à décrocher ce type de financement. Donc,
Voilà, c'est encore une idée reçue qu'il faut faire voler en éclats parce que ça freine beaucoup de personnes. Et croyez-moi, même si vous n'avez pas d'apport à mettre dans un bien immobilier, vous pouvez investir. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si je vous recommande fortement de faire jouer au maximum l'effet de levier avec la banque et donc de mettre le moins d'apport possible, je ne vous recommande pas pour autant d'investir sans argent de côté. Ça, c'est la petite parenthèse, mais simplement parce que ne confondez pas les deux. Si vous avez 0 argent sur votre compte en banque, n'investissez pas parce qu'il y aura toujours des imprévus, aussi petits soient-ils, mais vous aurez toujours un petit peu d'argent à sortir. Le temps que vous trouviez votre premier locataire ou des travaux qui n'étaient pas prévus et qu'il faut remettre un petit peu d'argent. Il y a toujours un petit peu de frais imprévus à sortir derrière. Et donc, si vous n'avez pas un fonds de sécurité pour faire face à cet imprévu, là, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui est un petit peu compliquée. Voilà, ça, c'était vraiment la parenthèse. Maintenant, bien évidemment, si vous avez de l'apport à mettre, vous avez plus de chances d'obtenir un financement parce que les banques, on ne va pas non plus se mentir, préfèrent que vous leur montriez que vous prenez une partie du risque. Mais pour autant, vous pouvez tout à fait vous faire financer à 110%. Et même si vous deviez mettre 10% d'apport, c'est pas parce que vous avez peu de moyens que vous ne pouvez pas mettre d'apport. Concrètement, c'est pas la même chose de mettre 10% d'apport sur une villa qui coûte 5 millions d'euros sur la Côte d'Azur que de mettre 10% d'apport dans un studio à 30 000 euros. Parce que dans le premier cas, vous allez devoir mettre 500 000 euros sur la table. Dans l'autre cas, vous allez mettre 3 000 euros. Quatrième idée reçue au sujet de l'investissement immobilier, croire que c'est comme à la télé. Alors celle-là, je l'adore parce que il y a du bon et il y a du moins bon. Vous allez voir que à la télé, il y a 2 cas de figure. Soit on vous montre des émissions type relooking maison, déco. Alors je ne vais pas citer de nom, mais il y a plein d'émissions, vous savez, où on vous montre un petit peu de home staging et on peut redonner un look complètement différent à un logement. Et puis il y a aussi les émissions où à l'inverse, où on essaie de vous plomber le moral un petit peu. On vous montre étude de cas d'un propriétaire qui a retrouvé son appartement saccagé dans tous les sens, complètement dézingué et qui va devoir tout refaire à neuf. Voilà, on a un petit peu les 2 extrêmes. Et dans un cas comme dans l'autre, j'ai envie de vous dire, c'est pas la réalité. Alors dans le premier cas de figure, quand on est sur des émissions de home staging, par exemple, de déco, n'oubliez pas une chose, c'est que ce sont des émissions faites pour faire de l'audience. Donc ce sont des émissions qui sont scriptées. Il y a quand même un script et les personnages, même si ce sont des personnages réels, ils ont un rôle à jouer. Et généralement, le home staging, il y a des choses qui volontairement ne sont pas dites. C'est-à-dire, cosmétiquement, c'est joli. Par contre, si c'est pourri derrière, c'est toujours pourri derrière, même si c'est du pourri joli. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et dans l'autre cas de figure, quand on vous met des études de cas ou des reportages sur des propriétaires qui ont rencontré des locataires à problème, des choses comme ça, pareil, je suis désolé de vous le dire, c'est pour faire de l'audience. Donc c'est pour vous faire peur, parce que la peur c'est quelque chose qui fait vendre, c'est quelque chose qui marche très bien, ça fait de l'audience, on reste collé à sa télé et on se dit « Ah ouais, effectivement, j'ai bien fait de ne pas investir dans l'immobilier parce que ça se passe toujours comme ça. » Donc dans les 2 cas, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est faux. Ça représente une toute petite partie du marché. La plupart des investisseurs qui réussissent, ça se passe plutôt comme ça. C'est-à-dire que faites-vous votre propre idée en allant sur le terrain. Il y a de fortes chances, effectivement, quand vous allez vous lancer dans un chantier de rénovation, par exemple, que vous ayez des surprises ou des imprévus. Même s'il n'y a pas de chantier, en investissant dans l'immobilier, il y a forcément toujours une part de risque. Le but étant de minimiser le risque, ou en tout cas de le maîtriser le plus possible. Et vous aurez dans tous les cas toujours une part d'imprévu. Et tous les investisseurs que je connais aujourd'hui, débutants comme confirmés, et j'en fais partie également, rencontrent des imprévus quand ils achètent des biens, et plus le bien est à rénover, plus il y a d'imprévus. La raison, elle est simple, c'est simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, il y a des choses qu'on ne découvre qu'en démontant par exemple une cloison, en démontant une douche, en démontant un mur, peu importe, il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, c'est impossible, on les découvre à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'adapte, c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique, par quelques cas peut-être extrêmes où l'immeuble menace de s'effondrer, mais généralement ça c'est le genre de choses qu'on arrive à anticiper quand même. Et voilà, et on corrige le tir et les problèmes, on les oublie au bout d'un certain temps. C'est pour cette raison que je vous disais juste avant, investissez sans apport, oui, mais sans trésorerie, non, parce qu'il faut avoir de la trésorerie d'avance pour faire face aux imprévus. Si vous ne devez retenir qu'un seul conseil, c'est celui-là. Alors pour autant, le but, c'est pas de vous faire peur, parce que investir dans l'immobilier, ça reste quelque chose de super fun. Je sais pas pour vous, mais moi, mon credo préféré, c'est d'acheter des biens qui sont très vieillots, qui sont pourris, et de les rénover complètement et d'en faire quelque chose de très qualitatif, quelque chose de très agréable, de métamorphoser l'appartement. Et je peux vous assurer, si vous l'avez déjà fait, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais je peux vous assurer que quand vous redonnez vie à un appartement ou à une maison, quelque chose qui était inhabité depuis des années ou qui était dans un état lamentable, dont personne ne voulait et que vous réussissez à en faire quelque chose d'ultra agréable, de très bien équipé, qui déclenche le coup de cœur et que vous avez des locataires qui sont heureux
de vous payer parce que vous leur apportez une vraie valeur, un vrai confort de vie là où les autres ne le font pas, eh ben, je peux vous assurer que ça, c'est vraiment extrêmement fun. Il y a cette sorte de montée d'adrénaline quand on est quand on visite un truc où on sent le potentiel, on se dit, waouh, il y a un truc de dingue à faire avec cet appartement-là. Il y a une montée d'adrénaline, il y a toute la phase où on imagine le projet, ensuite il y a la rénovation, il y a le suivi de chantier où on voit vraiment le projet prendre vie au fil des semaines. Et généralement, ce qui se passe, on est content du résultat final, mais en tout cas, en ce qui me concerne, quand le truc est terminé, donc je suis content, le résultat, waouh, c'est super, mais l'adrénaline redescend. Et c'est en ça que je vous dis que c'est fun. Moi, j'ai hâte après de passer au projet suivant. En fait, on n'est jamais satisfait parce qu'on se dit, bon, j'ai fait ça, c'est génial. Mais en fait, on se rend compte que ce qui est vraiment excitant, c'est le chemin plus que l'arrivée. C'est de voir le truc prendre vie plutôt que d'arriver au résultat final. La cinquième et dernière idée reçue au sujet de l'immobilier, c'est de croire que vous allez devenir riche avec un investissement en un rien de temps. Alors, pourquoi c'est une idée reçue ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis convaincu et je resterai convaincu que l'immobilier est un des moyens les plus accessibles au plus grand nombre pour s'enrichir. Maintenant, j'aimerais remettre un petit peu les choses en place. C'est pas avec un appartement que vous allez vous enrichir, ou en tout cas pas sur du moyen terme. Pourquoi ? Parce que si vous achetez un appartement, on va prendre un cas basique, vous achetez un appartement à 100 000 euros qui vous génère 1 000 euros de loyer par mois et vous avez 300 euros de cash flow. On est bien d'accord que c'est pas avec 300 euros de cash flow que vous allez aller cramer ça en boîte de nuit, que vous allez louer une villa, vous acheter une villa de luxe face à l'océan, que vous allez voyager en jet privé. Non, on est bien d'accord, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards, ça oui, mais c'est pas ça qui va vous enrichir. Surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, quand on commence à investir et qu'on a son premier investissement et qui génère 300 euros de cash flow, c'est wow, on a l'impression d'être le roi du pétrole parce que c'est génial. Enfin, cette sensation de toucher ses premiers revenus passifs, et qui plus est du cash flow, donc du revenu qu'on peut utiliser, c'est vraiment hyper, c'est une super sensation. Donc ça, c'est pas ce que je voulais dire. Simplement, vous avez compris, c'est que c'est pas avec cette somme-là que vous allez devenir riche. Par contre, la magie de l'immobilier, elle arrive quand on commence à avoir plusieurs biens immobiliers, quand vous en avez 3, 5, 10, 20. C'est là que les choses intéressantes commencent. Pourquoi ? Simplement parce que un bien immobilier qui vous rapporte 300 euros de cash flow, c'est déjà bien, mais encore une fois, c'est pas ça qui vous fait devenir riche. Par contre, allez, on va prendre un exemple simple. Vous achetez un appartement par an. Un appartement qui vous génère 300 euros de cash flow par an. Au bout de 10 ans, vous avez 10 appartements, vous avez 3 000 euros de cash flow. Là, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que vous avez 10 appartements, donc vous avez déjà en cash flow l'équivalent d'un salaire confortable, on va pas se mentir, qui tombe tous les mois. Mais en plus de ça, sur 10 appartements, si vous faites correctement les choses, vous avez encore 2 leviers qui arrivent. Vous avez l'amortissement de capital, en fait, le remboursement de crédit que vous avez fait. Donc ça veut dire que avec l'argent des locataires, vous avez réussi à rembourser de la dette, donc vous vous êtes enrichi. Et en plus de ça, si vous avez correctement fait les choses, la valorisation de vos biens immobiliers, elle est censée monter. Si vous avez acheté une bonne affaire en dessous du prix du marché, que vous l'avez correctement rénové. Et donc, ça veut dire que les biens valent normalement, plus cher que ceux qu'ils vous ont coûté. Et c'est là où vraiment ça commence à être intéressant, c'est là où vous allez vous enrichir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que même si on ne parle même pas de valorisation immobilière, mais qu'on reprend simplement les chiffres, vous avez acheté 10 appartements qui valent chacun 100 000 euros. Le jour où ils sont complètement payés, vous avez 1 million d'euros de patrimoine, en plus des loyers qui tombent. Là, par contre, vous avez commencé à vous enrichir, là, ça commence à être sympa. Et donc, c'est vraiment ça, c'est cet effet de levier de dingue qui va être intéressant et qui va faire que vous allez vous enrichir dans l'immobilier. Donc là, je vous ai pris un exemple simple, vous achetez un appartement par an, ce qui est loin d'être inaccessible, ce qui n'est pas déconnant. Maintenant, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez en acheter 2, 3, vous pouvez acheter des immeubles de rapport. Dans tous les cas, vous pouvez accélérer le phénomène. Mais comprenez bien que ce n'est pas avec un seul bien, ni même 2, que vous allez devenir riche. Par contre, si vous réitérez l'opération encore et encore, après, c'est finalement l'effet boule de neige, c'est le cercle vertueux et vous allez à la fois augmenter vos revenus, que ce soit loyer et cash flow, et vous allez augmenter tous les mois, ça va aller beaucoup plus vite, le capital que vous remboursez et donc votre enrichissement. Donc en conclusion, avant de commencer à rêver de grosses villas et de Ferrari, apprenez à commencer petit. Commencez avec un appartement, un studio, une place de parking, si c'est ce qui vous correspond. Après, vous pouvez aussi commencer avec un immeuble de rapport si vous voulez aller un peu plus vite, il n'y a pas de souci, mais commencez, en tout cas, préférez commencer petit, mais au moins de passer à l'action, plutôt que de rêver de grosses villas, de grosses voitures, de voyages en jet privé et de ne surtout rien faire, ou pire, de vous casser la figure parce que c'est la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de vouloir aller plus vite que la musique et donc c'est que finalement tout s'écroule comme un château de cartes. Encore une fois, il vous suffit d'acheter un premier bien géré. Avec l'argent du premier, vous pouvez vous reconstituer une trésorerie, investir dans un deuxième bien et au fur et à mesure, au fil du temps, vous allez avoir un effet boule de neige
qui va vraiment être bénéfique et plus vous allez avancer dans le temps, plus ce sera facile et rapide pour vous d'investir dans l'immobilier et de vous enrichir. Et qui sait, peut-être que dans 10, 15 ou 20 ans, vous aurez un patrimoine de plusieurs millions d'euros, que les quelques centaines d'euros de cash flow se seront transformés en milliers d'euros de cash flow tous les mois et que votre vie sera bien plus confortable qu'aujourd'hui. Encore une fois, et ce sera le mot de la fin, ne perdez pas de vue, gardez bien à l'esprit que l'investissement immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On n'est pas là pour jouer la course pendant 6 mois ou 1 an, on est là pour du moyen, voire long terme. Donc encore une fois, raisonnez à long terme. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce sous la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche à l'écran. Comme ça, vous serez informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Encore une fois, merci à vous de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!